Salut, Pecciotti, bienvenue sur la chaîne de Pika. Comme d'hab, on se retrouve toutes les 2 semaines pour parler d'hardware. Et aujourd'hui, j'ai des news sur les cartes graphiques parce qu'elles ont encore baissé de prix, mais il y a bien un mais. On va parler des Zen 4 parce que j'ai quelques infos de plus. Et aussi de l'architecture RDNA 3 des nouvelles cartes graphiques RX 7000. On va aussi parler d'Intel parce que les nouveaux processeurs de 13e génération vont être plus performants que prévu, et aussi d'Nvidia parce qu'on a des dates plus précises sur la sortie des cartes graphiques RTX 4000. Encore plein de news, utilisez les chapitres si besoin pour cibler exactement cela qui vous intéresse. À tout de suite. Je commence à vous parler des cartes graphiques parce qu'elles sont sur la bonne route pour arriver vraiment au MSRP, que c'est le prix de base. Je vous montre ce graphique sur le site 3dcenter.org parce que c'est là que VideoCardZ l'a récupéré. Et on voit que les cartes graphiques AMD ont perdu encore 5%. On est à 2% de plus par rapport au MSRP. Et les cartes graphiques Nvidia, 6% de plus. Elles ont encore baissé. Mais il y a un mais. Les cartes graphiques RX 6700 XT, 6800, 6800 XT, 3060 Ti, 3070 et 3080, ces cartes sont en moyenne à plus 17%. Donc au final, les cartes graphiques plus intéressantes, on les retrouve toujours à 17% plus cher. Et c'est pour ça que je pense que la situation n'a pas changé dans les dernières 2 semaines, mais en général, on le voit, le prix a baissé. Même si je vous répète, j'ai l'impression que ça va maintenant s'aplatir ici pour après recommencer à monter, surtout vers juillet quand il y aura la présentation des nouvelles cartes graphiques RTX 4000. Je vous parle maintenant des Zen 4 parce que j'ai quelques informations de plus et surtout parce que j'ai envie de faire une comparaison avec le Ryzen 5950X, vu que lors de la présentation du Computex, on a vu les performances du 7950X. Donc déjà, le pic de puissance c'est de 130 watts et plus 170. Ça veut dire que quand tous les cœurs sont boostés au 100%, on va attendre jusqu'à 230 watts, que c'est énorme. Et je répète, c'est énorme et je suis déçu de ce point de vue d'AMD parce que normalement, on a toujours eu des processeurs qui consomment moins, ils ont plus de performance. S'ils consomment pareil, ils ont quand même plus de performance. Mais là, on va avoir des processeurs qui sûrement vont avoir plus de performance, mais ils consomment beaucoup plus. Si on prend par exemple le 5950X, on parle d'un TDP de 105 watts, et là il y a 65 watts de plus. Je me suis posé la question sur la raison pour laquelle AMD a le besoin d'augmenter la puissance de ces nouveaux processeurs, et j'ai pensé au début que c'était parce que maintenant tous les nouveaux processeurs Zen 4 vont avoir une puce graphique intégrée. Le problème est que si on prend en compte par exemple le 5700G, c'est un processeur qui consomme quand même 45-65 watts, donc ce n'est pas beaucoup plus consommateur d'un 5600X qui n'a pas de puce graphique intégrée. Alors, donc ce n'est pas le fait d'avoir une puce graphique intégrée qui ajoute ces consommations. À mon avis, c'est parce qu'ils ont beaucoup poussé sur les fréquences. En fait, si on va voir niveau fréquence, le Ryzen 7 5950X qu'on a vu lors de la présentation touchait les 5.5 GHz dans le jeu Ghostwire Tokyo. En vrai, peut attendre jusqu'à 5.85 GHz, que c'est énorme en sachant que le 5950X arrive jusqu'à 4.9 aujourd'hui. On est presque 1 GHz de plus au niveau de la fréquence. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle on a une consommation majeure. Juste pour ce boost de fréquence. Et de plus, j'ai envie de vous dire qu'on va pas avoir juste un 15% plus de performance. Je pense que AMD a été très contenu au niveau des performances lors de la présentation. À mon avis, on est plutôt à plus 30%, que c'est le double qui a été annoncé pendant la présentation. Et je parle du single trading, pas en multitrading, parce qu'en multitrading, ils ont annoncé plus 30% en performance. J'ai juste une dernière information par rapport au 7950X. On parle encore une fois d'un processeur de 16 corps, au moins qu'il y a une surprise à la dernière minute. On va avoir un processeur avec 32 corps, mais pour l'instant c'est 16. Et donc c'est exactement pareil du 5950X, bien 16 cœur. Et donc je reviens toujours au discours de la consommation parce que je pensais que ce processeur allait avoir plus de corps et ça allait aussi justifier cette nouvelle consommation, mais ce n'est même pas ça. On reste sur 16 cœurs pour le top de gamme et donc cette consommation
à mon avis, c'est juste dû au boost de la fréquence. Et ce n'est pas un hasard parce que les processeurs de 13e génération d'Intel vont faire mal. Ils vont être vraiment très performants, je vous parle après de ça. Donc je pense qu'AMD a été obligé à pousser ces processeurs pour avoir le top de la performance contre les nouveaux processeurs 13e génération d'Intel. On reste sur AMD, mais cette fois-ci on parle des cartes graphiques RX 7000 avec l'architecture RDNA 3 et c'est confirmé, ces cartes vont avoir un processus de gravure des puces de 5 nanomètres et 6 nanomètres, c'est un processus hybride. La question que je me suis posée est pourquoi? Déjà, je vous confirme que c'est comme ça parce que selon un ingénieur qui travaille chez AMD, il a bien mis sur LinkedIn que les cartes Navi 31 et Navi 32 vont avoir ce processus hybride. Donc on parle de l'RX 7900 XT et 7700 XT et très probablement du coup aussi de la 7800 XT. Et la Navi 33, donc l'RX 7600 XT va avoir une puce monolithique, donc juste avec le processus de gravure de 6 nanomètres. Pourquoi est importante cette information? Parce qu'on sait que Zen 4 aujourd'hui a aussi un processus de gravure hybride 5 nanomètres, 6 nanomètres. Et on retrouve à 5 nanomètres la puce qui s'occupe des calculs et à 6 nanomètres la puce graphique intégrée. Mais il n'y a pas de différence sur une carte graphique. On ne peut pas avoir une puce qui s'occupe des calculs et une puce graphique interne parce que la carte graphique c'est déjà une puce graphique. Donc je suis allé rechercher les brevets d'AMD pour comprendre un peu pourquoi il y avait cette différence d'architecture et effectivement au début par le brevet de décembre 2021, on voit qu'il y a une puce qui s'occupe de communiquer avec le processeur et la mémoire du système, puis de partager avec la cache de la carte graphique les informations avec les autres puces sous la même carte graphique. Mais je ne comprends toujours pourquoi il y a le besoin d'avoir deux gravures différentes. Et c'est pour ça que j'ai contacté mes sources qui ne travaillent pas directement avec AMD parce que sinon ça serait trop beau. Ils m'ont expliqué qu'effectivement la puce graphique principale sera gravée en 5 nanomètres et en 6 nanomètres sera plutôt tout ce qu'il est input-output et Infinity Cache. Donc ça concerne les périphériques d'entrée-sortie de la carte graphique mais aussi interne, par exemple entre les puces graphiques et l'Infinity Cache. Et l'Infinity Cache elle-même parce que c'est super important vu qu'elle garde la mémoire partagée entre toutes les puces et ça permet d'avoir un boost très important de performance au lieu d'avoir une mémoire séparée dont chaque puce doit accéder individuellement. Voici l'explication. Toujours par rapport aux cartes graphiques RX 7000, maintenant on sait qu'elles vont avoir du DisplayPort 2.0 qui permet de gérer des écrans 10K 60 Hz, 8K 120 Hz et 4K 240 Hz en sachant qu'aujourd'hui le DisplayPort 1.4 déjà arrive à gérer des écrans 4K 240 Hz. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin du DisplayPort 2.0? Aujourd'hui, je dirais non, sauf pour des designers qui travaillent avec des écrans 8K ou 10K apparemment, parce que le joueur moyen joue encore en Full HD. Au pire 1440p, les écrans 4K coûtent toujours trop cher, plus de 600 € pour un écran 4K 144 Hz. Mais il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas des gamers, qui travaillent avec les écrans, surtout dans les entreprises. Alors là, il faut penser que ce DisplayPort 2.0, ça peut être un ajout très important dans ce sens-là, pour qui a besoin de travailler avec des écrans à une résolution très élevée comme 8K ou 10K. Donc même si on n'a pas besoin, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Et j'ai une dernière news qui concerne AMD, le FSR 2.0 dont je vous ai fait une vidéo dédiée. Et de plus en plus ajouté dans les jeux vidéo, c'est maintenant le moment de God of War. Je ne vais pas beaucoup parler du FSR 2.0 parce que, je vous répète, il y a une vidéo dédiée. Mais maintenant, voici la liste des jeux et ça va s'agrandir de plus en plus. Et je suis très content de ça, vu que c'est une technologie gratuite qui donne un boost de performance pas négligeable. Je vous parle vite fait maintenant de la marque Minisforum parce qu'elle continue à sortir des mini PC de plus en plus performants, maintenant avec un Ryzen 5900 HX ou 6900 HX avec une carte graphique dédiée, l'RX 6650M. Donc vous allez avoir un PC de 20 cm, 20 x 20 cm, pas très épais, on parle de 5 cm, du coup que c'est idéal pour pouvoir jouer à la résolution Full HD et faire n'importe quoi parce qu'un 5900 HX ou 6900 HX sont des processeurs multicore aussi
très bien pour pouvoir travailler avec ce mini PC. La taille est super compacte, par contre sur le prix, j'ai grave des doutes, vu que si on va voir sur Amazon déjà le HX90 avec un Ryzen 9 5900 HX 8 cœurs coûte déjà 850 € sans la carte graphique dédiée. Si on va ajouter une carte graphique dédiée, on va dépasser les 1000 €. Et à ce moment-là, je ne suis plus sûr de ce PC parce que c'est sûr qu'avec 1000 € on achète un mini PC avec une 6600 XT et donc à ce moment-là on a un PC gamer Full HD parfait des bureaux. On n'a pas la taille compacte mais 1000 € c'est cher. À ce moment-là autant acheter une console parce que même la console a une taille compacte et on peut la ramener un peu partout. Après c'est vrai que ça c'est un PC, on peut faire un million de choses avec un PC plutôt qu'une console, mais le prix, je le trouve quand même trop cher. Et en plus, au même prix, à 1000 €, on peut avoir un ordi portable pour jouer à la résolution Full HD qui de plus a un écran et je vois beaucoup plus l'intérêt. Mais il faut retenir que les mini PC deviennent de plus en plus performants et ça ne m'étonnerait pas d'ici 1 ou 2 ans de voir un mini PC capable de nous permettre de jouer à la résolution 4K sans souci. On passe à Intel parce qu'on va parler des processeurs de 13e génération, les Raptor Lake. Selon le leaker Enthusiastic Citizen, vont sortir en octobre avec les cartes mères Z790. Ces processeurs vont être compatibles avec les anciennes cartes mères de la série 600 et surtout les cartes mères H670 et B760 vont sortir Q1 2023, donc au début de l'année 2023. Et ces cartes de la série 700 vont supporter la mémoire DDR4, un choix très intelligent d'Intel par rapport au choix d'AMD d'avoir que de la mémoire DDR5 pour les nouvelles cartes mères. Ça veut dire que pour qui a une mémoire DDR4 comme moi et beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y a encore très peu de personnes qui sont passées à la DDR5, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on peut passer à la 13e génération d'Intel qui va faire la concurrence à Zen 4 sans besoin de changer de mémoire RAM. Et ça c'est le choix plus intelligent possible. Je pense que AMD a fait une grosse connerie à obliger les personnes à passer à la mémoire DDR5 et pour la prochaine génération, même si Zen 4 va délivrer plus 15, plus 30%, plus 50%, au final, c'est l'argent qui compte et je pense que les personnes vont passer plutôt à la 13e génération d'Intel s'ils ont le choix parce qu'ils vont garder leur mémoire DDR4. On ne sait pas juste la date que normalement c'est prévu pour octobre, et que si vous réfléchissez, c'est juste un mois après la date de sortie de Zen 4 que c'est septembre, donc on aura vraiment un tête-à-tête Zen 4 13e génération d'Intel et j'ai trop hâte de faire une belle comparaison. Mais en plus, on sait que ces processeurs de 13e génération d'Intel, comme nous leak Raichu, que c'est un leaker connu, vont être très performants parce qu'ici on parle des processeurs 16 corps efficients plus 8 performants, donc on passe à 24 cœurs contre les 16 prévus d'AMD sur le 7950X avec Zen 4. De plus, les 8 corps performants vont avoir un boost de la cache à 2 MB et les corps efficients jusqu'à 4 MB. On parle de la cache L2. La cache L3 va être au total de 36 MB. Donc si on compte la cache L2 plus la cache L3, on va avoir au total 68 MB de cache. Que si je vous montre la cache du processeur 12900K, voilà, il est bien ici, on arrivait à un total de la cache L2 de 14 MB. Donc aujourd'hui avec les processeurs de 13e génération, on va plus que doubler cette cache L2 pour un total de cache qui va doubler parce qu'ici on a 30 MB de cache total alors que selon ce leak on va avoir 68 MB de cache total. Donc ces processeurs vont être beaucoup plus performants, ils vont avoir beaucoup plus de corps. Il faut voir niveau de fréquence parce que pour l'instant on n'a pas trop de news, mais je m'attends minimum 5.5 GHz. Voilà pourquoi AMD a été obligé à booster les performances de ces processeurs Zen 4. Voilà pourquoi AMD a été obligé à booster la consommation. Après, aujourd'hui Intel s'en fout un peu de la consommation. Si on voit le processeur K consomme beaucoup plus par rapport au processeur d'AMD. On voit le 12900K, là il consomme 241 watts. Même si Zen 4, le top de gamme, consomme 230 watts, on est au niveau d'un processeur de 12e génération d'Intel top de gamme. Le problème est que si on augmente le corps efficient, je ne suis pas sûr qu'on va pas augmenter aussi la consommation et dépasser ces 241 watts. Si les processeurs d'Intel vont donner
plus de performance vont consommer encore plus de processeurs Zen 4, alors ça va être problématique et c'est là que ça va se jouer, plutôt sur la consommation, parce que ça commence à devenir un des problèmes principaux du 2023. Il faut en tenir en compte, je le dis pour les processeurs Zen 4, mais je le répète aussi pour les processeurs Intel. Il faut tenir en compte de cette consommation énergétique parce qu'après ça va compter sur la facture d'électricité. Donc, on va voir, peut-être Intel va être plus performant des processeurs Zen 4, on va voir niveau consommation. Et je ne vais pas acheter du Zen 4 avant d'avoir vu les performances du Intel 13e génération si les processeurs de 13e génération vont sortir juste un mois après. Je vais bien sûr attendre la sortie des deux processeurs avant de passer à la nouvelle génération, que ce soit pour Intel ou AMD, parce que je vais toujours acheter le moins cher et plus performant, mais aussi le moins consommateur. Il faut tenir en compte, c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un processus de gravure de 5 nanomètres, 6 nanomètres. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que descendre à moins de 3 nanomètres, ça commence à devenir vraiment galère. Et c'est pour ça qu'il y a une entreprise IMEC ou IMEC si vous voulez, pas très connue par rapport à la plus connue TSMC, Intel, Samsung et ASML, qui est en train de travailler sur un processus de gravure pour descendre au-dessous du nanomètre. Et plus précisément, il faut parler de angstrom parce que 10 angstrom c'est 1 nanomètre. Et là, en fait, il prévoit, selon cette image qu'on voit ici, que pour 2024, ils vont nous fournir un processus capable de graver des puces en 2 nanomètres. On parle de A14, que c'est 1,4 nanomètres en 2026, 1 nanomètre en 2028, 0,7 nanomètres en 2030 et 0,5 en 2032. Donc cette entreprise cherche de maintenir en vie la loi de Moore qui dit que chaque 2 ans on devrait être capable de faire entrer le double des transistors dans une puce. Mais il faut dire que plus on descend au niveau des nanomètres, plus le coût de fabrication coûte cher et il faut aussi tenir en compte que c'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça que l'architecture MCM c'est le choix optimal pour pouvoir booster les performances sans descendre au niveau du processus de gravure et à mon avis c'est vraiment le futur. C'est la scalabilité plutôt que chercher de continuer vers un parcours qui coûte trop cher et que ça devient de plus en plus complexe. De toute façon, à mon avis, à un certain moment, on sera passé au PC quantistique et alors à ce moment-là, on parlera complètement d'autre chose. Je passe en vidéo maintenant pour vous dire que la sortie des cartes GTX 1630 est finalement décalée au 15 juin. Je ne sais pas s'il y a vraiment des personnes qui vont acheter ces cartes. Apparemment, selon les rumeurs, ils vont être moins rapides maintenant de la GTX 1050 Ti qu'on retrouve facilement sur les bons coins si vous voulez l'acheter d'occasion. Mais il y a aussi des rumeurs qui nous disent que cette carte va être plus performante du 1050 Ti. Maintenant, est-ce que ça c'est une carte qui nous permet de jouer à la résolution Full HD? Oui, mais que certains jeux, CSGO, Valorant, LOL par exemple, mais ne pensez pas de jouer à Cyberpunk avec cette carte graphique, sauf si vous jouez aux détails bas ou voire moyenne, parce que ce n'est pas une carte vraiment pour les jeux gourmands au AAA. Je ne vois vraiment pas l'utilité de cette carte, un peu comme l'RX 6400, parce qu'à ce moment-là, autant acheter un processeur APU avec une puce graphique intégrée qui fera un peu moins bien le taf d'une GTX 1630 ou d'une RX 6400, mais fera quand même le taf pour pouvoir jouer aux jeux moins gourmands. À vous de voir si vous voulez acheter cette carte. En tout cas, elle va sortir le 15 juin. On parle toujours des cartes graphiques Nvidia, mais cette fois-ci des cartes plus intéressantes. En fait, je vous avais dit lors des dernières news qu'elles allaient être annoncées en juillet. Maintenant, on sait que l'RTX 4090 va sortir très probablement en août, la RTX 4080 en septembre et l'RTX 4070 en octobre. Donc, chaque fois, une carte moins puissante est décalée d'un mois. Ça m'a l'air tout à fait possible vu que ces cartes graphiques vont être annoncées en juillet et de plus Nvidia part toujours par les cartes graphiques plus puissantes vers les moins puissantes. Donc vraiment ça m'a l'air normal, juste peut-être il y aura des retards à cause des AIB, les partenaires d'Nvidia qui doivent faire les cartes custom, mais peut-être les cartes graphiques Founder vont sortir exactement dans le mois de août, septembre et octobre 2022.
J'ai réalisé une vidéo sur le ray tracing et maintenant vous savez que c'est une technologie qui bouffe beaucoup de ressources, qui carrément coupe en deux les FPS et on risque d'avoir la moitié des FPS quand on joue juste avec du ray tracing activé. Mais ce que vous ne savez pas est que grâce au quantum computing, maintenant on peut booster les performances du ray tracing déjà jusqu'à 190% de plus. Le quantum computing, c'est le calcul quantique, mais vous devez savoir qu'il y a juste un petit problème et qu'on est très loin encore d'avoir des computers quantiques chez nous. En fait, ces chercheurs des États-Unis, Portugal et Royaume-Uni, ils ont utilisé du rendering quantique pour pouvoir réduire la quantité de rayons pour afficher une scène avec du ray tracing et sont descendus jusqu'à 22 rayons sur la scène. Mais le problème plus grand, comme c'est écrit ici, c'est le système de calcul quantique parce qu'on est encore trop loin. Je pense minimum 10 ans avant d'avoir juste un prototype d'un PC qu'on peut avoir chez nous pour faire des calculs quantiques. Après, les calculs quantiques ouvrent tellement de possibilités que 190%, ça me semble même limité par rapport à tout ce qu'on peut faire avec un computer quantique. Mais déjà, c'est très promettant et c'est autant promettant que Nvidia a sorti un kit de développement, le Q-Quantum, pour pouvoir utiliser les Tensor Core des cartes graphiques Nvidia justement pour effectuer ce type de calcul quantique. Donc la technologie est en train de pousser vers les calculs quantiques et les PC quantiques, mais vous devez savoir qu'on est encore très loin avant de voir quelque chose de réel chez nous, dans notre maison. On est vraiment trop loin. Et je termine avec une news assez sympathique du journal du Geek selon laquelle la commission d'enrichissement de la langue française a proposé une série de mots en bon français pour remplacer les anglicismes liés au monde du jeu vidéo. En gros, on devrait arrêter d'utiliser certains mots d'anglais comme cloud gaming, on devrait dire jeu vidéo au nuage, ou DLC, on devrait dire extension téléchargeable. Je vais dire, peut-être ces personnes-là n'ont jamais utilisé ces mots parce que franchement, personnellement, je ne vois pas du tout dire extension téléchargeable. Imaginez-vous comme si vous devez demander du Wi-Fi dans un bar et vous allez voir le mec et vous dites « Excusez-moi, est-ce que vous avez du réseau sans fil connecté ?» Je veux dire, ça n'a pas du tout de sens. Vous allez dire « Est-ce que vous avez du Wi-Fi ?» Parce que maintenant, c'est devenu la normalité. Donc, je ne me vois pas du tout demander du réseau sans fil ou de l'extension téléchargeable. Ou, si vous voulez, il y a certains mots qu'on peut remplacer, ça ne me dérange pas. Par exemple, pay to win, comme payer pour gagner, ça ne me dérange pas du tout. Saison pass saisonnier, encore ça passe. Mais matchmaking, apparemment des joueurs, je veux dire, sont des mots qu'on n'utilisera jamais. Mais donc, je vais bien comprendre qu'on veut sauvegarder la langue française. Et sur ça, j'ai rien contre. Mais ça devient aussi compliqué maintenant, abandonner certains mots pour les remplacer avec des mots français. De plus, ce sont des mots tellement intégrés dans notre quotidien que je ne vois vraiment pas comment les abandonner. Même en italien, je ne dis pas rete senza fili, je dis wifi, sans doute. Les gens me prennent pour bizarre si je dis rete senza fili. Ils risquent même que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de demander. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces news. Mettez un like et abonnez-vous au passage. À la prochaine complica. Ciao.